Hello tout le monde, bienvenue sur ce live. Je suis ravie de vous revoir. Aujourd'hui, une super invitée, Priscilla. Vous allez voir, elle est décoratrice et formatrice. Juste avant de lui envoyer l'invitation, je voulais me représenter très brièvement pour la team Replay. Donc moi, je suis coach Instagram et j'accompagne les décorateurs et les architectes à mettre en place la bonne stratégie sur Instagram. Donc on le fait ensemble. Donc pour vous aider à avoir plus de visibilité, à vous démarquer de la concurrence et à trouver vos premiers clients. Et j'espère qu'ils seront nombreux. J'envoie tout de suite l'invitation à Priscilla parce qu'on va vous dire, elle va vous donner un tas de conseils si vous démarrez. Voilà l'invitation. Et voilà, tout va bien. J'étais au taquet. C'est toujours l'appréhension, tu sais. Enfin, toi, tu as plus l'habitude du live que moi. Oui. Hop, voilà. Donc voilà. Bon, ça tombe bien, parce que aujourd'hui, moi, je te pose juste des questions. Donc, je sais que tu es une grande bavarde et que tu as surtout donné plein de super conseils aux nouvelles décoratrices. Aujourd'hui. Est-ce que déjà tu peux, parce que du coup, je t'ai présenté vraiment en deux mots, est-ce que tu peux te présenter un peu plus longuement, s'il te plaît? Oui, donc moi c'est Priscilla, donc 3i, pas de S, donc c'est un prénom un peu compliqué, mais on s'en fout, écrivez-le comme vous voulez, c'est pas grave. Et donc du coup, effectivement, moi je suis décoratrice d'intérieur, mais en même temps, j'ai une autre activité toujours en lien avec la décoration, où je suis formatrice, coach, mentor pour les personnes qui souhaitent se lancer dans la décoration, notamment dans le cadre d'une reconversion, et les personnes décorateurs qui sont déjà en activité et qui peinent un peu à faire développer leur activité. Voilà. Ouais. Alors, justement, toi, tu as démarré en tant que décoratrice il y a combien de temps? Alors, pour la faire courte, simple et concise, en fait, de base, j'étais pas du tout prédestinée à être décoratrice. De base, j'ai suivi un double master en ressources humaines, donc rien à voir. Et j'ai découvert la décoration à la fin de mes études, pour moi, personnellement, parce que je me sentais mal dans mon studio étudiant et j'ai fait quelques changements et j'ai pris conscience que ça avait un impact, en fait, sur le bien-être et j'ai commencé par développer une page Facebook. Donc, à l'époque, les pages Facebook marchaient plutôt bien. J'ai atteint plus de 2-3 000 abonnés sur ma page Facebook et au début, je délivrais juste des conseils pour se sentir bien chez soi, mais il n'y avait pas du tout de prestation de service derrière. Et c'est à force en fait que je partage des conseils, il y a des personnes qui m'ont demandé un peu plus, que je me déplace chez elles. Donc j'ai commencé à me déplacer chez elles gratuitement. Donc je délivrais des conseils, etc. Je savais pas du tout dessiner, donc j'essayais de leur montrer plus ou moins avec des images et des croquis plus ou moins maîtrisés. Et au fur et à mesure, comme j'arrivais pas, j'ai utilisé, certaines doivent de connaître, c'est Cozy Casa, donc qui est un logiciel, c'est bien moins, en tout cas à l'époque, c'était bien moins percutant que SketchUp. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et au fur et à mesure, j'ai pris conscience qu'il y avait une demande en fait. Et finalement, j'ai créé ma micro-entreprise en 2018, en juillet 2018. Et donc, entre 2016 et 2018, c'était juste du conseil et des là les gens de manière gratuite. Et c'est en juillet 2018 que j'ai vraiment créé vraiment lancé ma activité. D'accord. C'est ça. Ok. C'est Alors, ça. donc, quand tu te lances pleinement dans ton activité, et c'est ça qui va intéresser les gens qui nous regardent, c'est qu'est-ce que tu as mis en place exactement pour te faire connaître? Alors, la petite subtilité, c'est que je me suis lancée en 2018, pas parce que je voulais être décoratrice, c'est juste que comme j'avais beaucoup de demandes et que au début je le faisais gratuitement, mais après j'ai commencé à faire payer le déplacement et un peu la prestation, mais c'était vraiment des tarifs ridicules. Mais je me suis dit, comme ça revenait assez souvent, j'avais peur que le fisc me dise, à un moment donné, vous avez des revenus, madame, il faut les déclarer. Donc j'ai découvert le statut de micro-entreprise. J'ai vu que c'était très simple à mettre en place et que si je faisais pas de chiffre d'affaires, je déclarais zéro et j'étais imputée de rien du tout. Ouais. Donc c'était plus pour ça, mais dans mon esprit, j'ai gardé mon poste en ressources humaines. À ce moment-là, j'étais encore consultante en ressources humaines. C'était juste un à côté, la décoration. Donc au début, je n'ai pas vraiment mis de choses en place. D'ailleurs, je n'ai pas du tout suivi de formation en décoration d'intérieur. Ouais. Parce que je n'avais pas pris conscience que c'était un métier. En fait, je voyais ça à la télé avec Stéphane Plaza, tout ça, mais j'avais pas compris que c'était un métier. Je voyais juste ça, voilà, c'est mon activité du week-end, quoi. Ouais. Et je me suis vraiment mis
en fait, ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire que je me suis mis à la place des personnes qui, comme moi, se sentaient mal chez elles. Donc, ce que j'ai mis en place, c'était très simple, c'est que j'allais chez elles, je faisais une espèce de diagnostic. Je savais pas du tout comment ça se passait à une prestation de déco. J'ai juste fait rationnellement, qu'est-ce qu'une personne a besoin? Elle a besoin déjà qu'on fasse un état des lieux ensemble. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qu'elle va pas, qu'est-ce qu'elle a besoin, c'est quoi son budget. Moi, c'est comme ça que j'avais imaginé le truc et c'est avéré que c'était vraiment la bonne façon de faire. Ouais. Et après, il y avait pas de 3D parce que où c'est venu après avec Cozy Casa, mais c'était très moche. Hein. Franchement, c'était pas tip top. Et il y avait peut-être une shopping list. Et à un moment donné, j'accompagnais les gens en magasin, je m'en souviens, mais ça, j'aimais pas faire. Et c'est comme ça que je faisais en fait. Je m'adaptais un peu à tout le monde. Ouais. Je suis un peu une prestation sur mesure. Et le shift s'est fait plutôt en 2020, Ouais. là où j'ai pris conscience que mon boulot en ressources humaines et globalement le salariat, ça matchait pas avec moi. C'est-à-dire me lever tôt le matin, faire du présentéisme, c'est-à-dire que même si j'ai fini mon boulot à 17h, partir à 17h, c'est pas bien vu en fait. On va te regarder bizarre, faire des réunions inutiles. Moi, je me suis dit, mais en fait, je prends beaucoup plus de plaisir à faire ce que je fais dans la déco, à accompagner les gens, à vraiment gérer un projet de A à Z, à être à l'écoute de leurs besoins et vraiment voir la finalité de mon travail. Et je me suis dit, mais en fait, t'es bête ou quoi? On a vraiment besoin de toi. Et là, t'as quelque chose entre tes mains. Faisant une activité en fait où tu vas générer des revenus, où tu vas en vivre. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai mis en place des vraies choses cette fois-ci pour vraiment vivre de mon activité et in fine en 2021 quitter complètement les ressources humaines. Ouais. Ce que j'ai mis en place justement, c'est que je me suis recentrée sur le besoin du client. Donc j'ai fait des études de marché. Donc d'une part plusieurs questions que c'était Google Form que je donnais à des gens et je donnais à mon entourage qui le passait à d'autres personnes. Et d'autre part, je suis allée au front, j'ai contacté des personnes qui me suivaient parce qu'entre-temps, j'ai créé un compte Instagram. Donc, j'ai contacté des personnes sur Facebook et Instagram pour leur demander des questions par rapport à la déco. Est-ce que, voilà, ils se voyaient de se faire accompagner? Comment? À quel prix? Voilà. Plein de questions comme ça. Une étude de marché très express. Hein. Et j'ai concaténé, en fait, tous ces résultats-là pour créer mes offres. D'accord. Okay. Et donc ça c'était ce que j'ai mis en place. Et c'est seulement en 2019, je crois, un truc comme ça, que j'ai créé mon site internet. Donc de 2016 à 2016, j'avais pas du tout de site internet. Donc toutes les personnes qui courent faire un site internet, c'est pas la priorité, hein, vraiment. Et donc là, j'ai commencé à faire mon site internet parce que là, le besoin du client était clair pour moi, d'accord. Et après, ce que j'ai fait, c'est aussi que j'ai commencé à investir dans des formations en business. Voilà, c'est ce que souvent des personnes oublient. Ok, c'est une chose d'investir dans des formations théoriques en décoration d'intérieur, mais ça, c'est juste 30% du taf. Les 70 autres pourcents du taf, c'est de se vendre et parce que avant d'être décorateur d'intérieur, on est entrepreneur en fait. Ouais. Donc j'ai investi pas mal d'argent. À ce jour-là, je suis quasiment peut-être à 10 000 € d'investissement en formation et tout. Ouais. Voilà, en formation, etc. Parfois sur des trucs spécifiques, parfois plus global. Ouais. Après, toutes ces formations-là, tous ces coachings-là, en fait, c'était bien, mais ça correspondait pas tout à fait à mon besoin. J'ai dû les réadapter. C'est ça aussi qu'il faut être conscient, c'est qu'une formation va pas pouvoir répondre à tous vos besoins. Il va falloir prendre la formation, filtrer ce que vous avez besoin et réadapter certaines choses parce que ces coachings-là sont souvent pour tout business confondu. D'accord. Ouais. C'était ça la problématique. Et j'ai fait des projets. Et au fur et à mesure, j'ai réadapté mes offres. Il y a des choses que je voulais plus faire. Par exemple, travailler avec les pros. Je le fais plus parce que c'est pas quelque chose qui m'anime. Donc tout ce qui est restaurateur, coiffeur, tout ça, à part les coiffeurs à domicile, donc les personnes qui travaillent à domicile à la rigueur, mais tout ce qui est restaurant, tout ça, c'est pas mon délire. Donc je le fais pas. Donc c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que il y a beaucoup de décorateurs aussi qui se lancent et qui s'obligent à faire des choses parce qu'ils voient un tel et un tel le faire, alors que non. Si t'as pas envie de travailler avec tel type de personne ou tel type de projet, tu le fais pas. Pareil, le type de prestation, au début, j'accompagnais en magasin. Finalement, ça m'a saoulée parce que je me suis rendu compte que vraiment, pour de vrai, j'aime pas flâner dans les magasins, ça me saoule. Ouais. Donc,
j'ai arrêté de le faire tout simplement. Ouais. C'est tout. Donc j'ai adapté ça. Ouais, alors du coup, Voilà. je te coupe un petit peu parce que là, tu dis plein de choses Vas-y. intéressantes et en fait, je voudrais, et plein de choses, et du coup, je voudrais que tu reviennes un petit peu en arrière. Voilà. Ce qui m'a intéressé, c'est quand tu as parlé, parce que je pense que peu le font, c'est sur l'étude de marché, la mini-étude de marché. Ouais. T'as fait ça sur un échantillon de combien de personnes? Parce qu'a priori, ça Alors, t'a bien servi, parce que tu as pu après adapter un petit peu tes offres et tu prends un panel de combien pour que ce soit à peu près bon. en fait, pour moi, il faut un minimum de 50 réponses, mais c'est un minimum. Donc, Ouais. j'ai concaténé deux phases. Donc, comme j'ai dit, soit le Google Form, donc qui est une première approche pour les timides, c'est bien parce qu'on n'a pas à parler à quelqu'un. Ouais. Mais sauf que les personnes, quand elles sont dans un formulaire, elles répondent pas bien aux questions. Des fois, elles sont évasives ou elles sont expéditives et tout. Alors que quand on est au téléphone avec elles ou en face à face, on peut aller creuser certaines choses. Donc, sur le Google Form, j'ai eu quelque chose comme 100 ou 200 réponses, je sais plus trop, parce que ça date un petit peu. Ouais. Mais au téléphone, j'ai eu 20 personnes, je crois. Ouais. Et j'ai vraiment creusé. C'était vraiment des entretiens d'1 heure où le but, c'était pas du tout de vendre. C'était pas du tout de vendre, c'était juste de savoir si aujourd'hui elles se sentaient bien dans leur intérieur, si qu'est-ce qu'elles avaient mis en place, et si demain elles faisaient appel à une décoratrice, comment elles voudraient que ça se passe, ça serait quoi les étapes, ça serait quoi les délais, ça serait quoi les formats livrables. Bref, pas du tout dans une approche de vente. J'étais pas là pour vendre, j'étais juste pour dire ok, j'ai envie de lancer cette telle activité. Si demain tu devais faire appel à une décoratrice, comment ça se passerait? C'est tout, parce que si tu lances une activité en restant avec ta propre vision, tu vas dans le mur. Il faut aller parler aux personnes que tu vises pour savoir c'est quoi et adapter en fait tes offres. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Ouais. Alors on a l'impression que ça a fonctionné tout de suite, du coup, donc j'ose pas te dire quelles sont les difficultés que tu as rencontrées quand tu as démarré. En fait, en préparant ce live, on va dire. En préparant ce live, je me suis dit finalement, qu'est-ce que je peux répondre à cette question? Déjà, moi, j'ai une approche un peu particulière de la décoration d'intérieur parce que la plupart des personnes qui nous suivent là et qui vont nous suivre après en replay, elles sont dans une démarche de reconversion. Consciente. Moi, c'était pas conscient. C'est-à-dire que j'ai eu un problème dans mon studio et j'ai voulu délivrer le message au monde entier que, hé, les gars, la décoration, c'est pas juste pour la télé, hein. C'est un truc de ouf pour le bien-être. Voilà. Donc, j'ai voulu délivrer ça de manière gratuite et sans attendre d'argent derrière, d'accord? Ouais. Et c'est au fur et à mesure de voir qu'on avait besoin de moi que j'ai dit, attends, là, on a besoin de moi, comment je peux aider les gens? Et je pense que c'est dans cette posture-là qu'il faut être. Ouais, comment je peux aider les gens? Tout à fait. Voilà, et pas comment je peux me sentir mieux dans ma vie, même si c'est ça aussi se reconvertir parce qu'on a marre de son job, c'est pas avoir une approche trop égocentrique sur soi-même, c'est comment je peux aider les gens. Je pense que c'est ça qui va marcher. Et comme je suis partie dans cette dynamique de comment je peux aider les gens, même si j'ai pas de diplôme, même si je sais pas faire des 3D, même si je sais pas dessiner, et même si je sais pas toute la théorie de la déco, et que j'ai gardé mon job, que j'avais mon job qui me permettait de payer mon loyer et tout à côté, j'avais pas du tout de pression par rapport aux clients, par rapport à je sais pas quoi, parce que j'avais une posture complètement détachée au départ, d'accord? Ouais. Après, je vais pas dire que c'est à marcher tout de suite et tout, mais du fait que j'avais pas de pression, j'ai fait les choses à mon rythme déjà et en fonction de moi. Par exemple, voilà, souvent, ce qui est dit, c'est quand on fait une prestation de décoration, le rendez-vous pour le devis, on le fait sur place. Partout, je voyais ça. Sauf que moi, je peux pas faire ça. Moi, j'étais à 40 heures par semaine, j'ai pas le temps d'aller chez des gens pour faire des devis qui potentiellement vont être invalidés. Ouais. Donc non, moi j'ai réadapté, j'ai dit ok, je peux pas me déplacer tout ça, mais on va le faire à distance. Mais comment je vais faire à distance? Je vais demander aux gens des photos. Ouais, mais les gens ils savent pas faire des photos. Je vais leur faire un guide qui explique comment faire des photos. D'accord? Et puis je vais mettre en place un entretien au téléphone. Et oui, mais en même temps, il faut pas que j'oublie des trucs. Et je vais me faire une trame où je vais dire, là, faut que je pose telle question, qui vont me permettre de faire le devis. Et qui fait que ça, c'est rentré, ça a été intégré dans mon process. Et même maintenant que je
suis à full-time décoratrice, je ne me déplace pas pour faire les devis. Donc, c'est aussi ça, être entrepreneur, c'est aussi adapter son activité à son emploi du temps, à sa manière de fonctionner aussi. Et pas seulement rester dans l'espèce de carcan, l'espèce de cadre, un pseudo-imposé, parce que personne ne nous impose rien du tout, mais quand on a vu les autres faire ça, on se le garde pour soi. Après, pour répondre à ta question, je dirais pas que tout a été beau. Là où j'ai tiqué un petit peu, je pense que tout le monde tique là-dessus, c'est sur les tarifs. Parce que c'est très très dur de fixer des tarifs parce que souvent quand on vient du salariat, on est à peu près rémunéré une dizaine d'euros de l'heure et on a du mal à shifter de manière de facturer ça. C'est un peu compliqué et du coup moi au début j'ai mis des tarifs. Bon, j'ai mis des tarifs, je me suis pris la tête dessus, j'ai mis des tarifs, j'ai un peu regardé ce qui se faisait, mais je suis d'accord avec toi, l'envie d'aider et le plaisir. Oui. Et donc, du coup, j'ai fixé mes tarifs. J'ai dit, bon, ok, là, je vais mettre ça. Je suis à l'aise avec ces tarifs. Et c'est pas grave. Au pire, plus tard, je les augmente. Et au fur et à mesure des années, j'augmentais. 1 à 2 fois par an, j'augmentais. J'augmentais, jusqu'à multiplier par 5 au moins mes tarifs. Voilà. Par rapport à tes tarifs de départ. Ouais. En fait, le juste prix, c'est le prix avec lequel on est aligné, hein, et c'est valable aussi. En fait, le tarif, il se fait pas comme ça au doigt mouillé. Un peu au début, mais en vrai, tes tarifs, tu les fixes selon plusieurs critères qui sont déjà tes charges, parce que ça, souvent, on l'oublie. L'URSSAF, tout ça, l'ordinateur qu'on achète, les formations dans lesquelles on va investir, tout ça. Donc, voilà, il y a ça. Ensuite, ton niveau de vie. Donc, ça se trouve, toi, tu as juste besoin de 2000 euros net pour vivre. D'autres, par rapport à leur train de vie, les crédits qu'ils ont en cours, les enfants qui font, je sais pas, du piano ou je sais pas quoi, peut-être qu'ils ont besoin de plus. Donc, il y a ça à prendre en compte. Ensuite, il y a aussi la cible que tu vises. Si tu vises des personnes qui habitent dans les Hauts-de-Seine, qui sont plutôt bien au niveau des revenus, si tu leur proposes des prestations un peu cheap avec des prix bizarres, ça va pas faire sens pour eux. Et pareil, si tu veux viser un peu monsieur et madame tout le monde ou limite des personnes qui n'ont pas beaucoup de budget et que tu fais des prix trop élevés, ça va pas être bon non plus. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Et il y a aussi ton emploi du temps. Par exemple, si toi, t'as tes 5 jours, voire 7 jours sur la semaine où tu veux bosser, tu peux prendre plus de projets que quelqu'un qui a que 3 jours. Par exemple, si tu décides de travailler que sur 3 jours. Donc, il y a plusieurs critères comme ça qui vont rentrer en jeu, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes, parfois, qui viennent me voir en MP, qui me disent, attends, j'ai envie de lancer telle offre. Je me demande si tel prix, c'est bien. Je peux pas, là, en DM, te dire. C'est trop compliqué. On peut pas. Tu peux pas laisser cette responsabilité à quelqu'un en 5 secondes de dire est-ce que c'est OK ou c'est pas OK. Il y a trop de critères. Ça se fait pas comme ça en se levant un matin. Il y a une réelle stratégie, une réelle réflexion sur les tarifs. Et c'est là que, pour moi, ça a été un peu challengeant parce qu'il y a tout ce qui est syndrome de l'imposteur, machin, qui vient un peu. Est-ce que la personne elle va accepter? Oui, mais machin, mais il y a un tel aussi, je vois, elle fait pas cher, mais ouais, il y a tous ces trucs-là qui font que les tarifs, pour moi, ça a été plus compliqué. Le reste, non. Parce que tout ce qui est aller vers les personnes, leur parler, c'était pas un souci pour moi. Je suis très sociable et j'ai aucun problème avec ça. Et pour le reste, non, franchement. C'est tous les tarifs. Ouais, alors du coup, en termes de communication, qu'est-ce que tu as mis en place? Mais toi, tu avais mis un peu avant, en fait, de démarrer les choses en place. C'est ça. C'est ça. Donc déjà, il y a eu cette fameuse page Facebook et l'élément déclencheur a été une sorte de partenariat, si je puis dire, avec une coiffeuse à domicile. Et en fait, cette coiffeuse à domicile, on était au collège ensemble. Et donc sur ma page Facebook, je voulais me créer une sorte de portfolio, et j'avais lancé un appel pas sur ma page Facebook, mais sur mon compte perso, où je connaissais du coup les gens qui étaient abonnés à mon compte, pour dire coucou les gars, est-ce que il y en a un parmi vous qui veut refaire chez lui, là c'est gratis, c'est que je me fasse la main, quoi. En gros, je voulais vraiment faire un process bien comme il faut et tout ça. Et elle a été d'accord, et donc j'ai refait son salon là où elle accueillait en fait ses clientes. Et elle a été très contente, qui fait que ça m'a fait de la publicité gratuite parce qu'il y a plein de clientes
qui allait chez elle, qui demandait ah bah c'est sympa ton nouveau salon et tout, qui t'a fait ça? Et elle a dit mon nom. Et du coup, j'ai encore plus d'abonnés sur mon compte Facebook. Tout le monde n'a pas été client, mais j'ai eu des clients par rapport à ce biais-là. Et j'ai eu des clients beaucoup de temps après, jusqu'à aujourd'hui. J'ai des personnes, quand je leur demande bah, d'où tu viens, pourquoi tu m'as choisi, pourquoi tu Ouais. me contactes, elles me disent oui, parce qu'à l'époque, je m'étais abonnée grâce à machin et tout. Donc, ça a été un bon investissement sur le long terme. On va dire que Ouais. cette En termes de temps, collaboration, oui, la preuve sociale est c'est ça. primordiale, hein, et c'est Mm, important. Et c'est vrai que moi aussi, je conseille à mes coachés de faire mm, mm, des séances gratuites de coaching déco mm. pour récupérer de la preuve sociale. Donc effectivement, c'est ce C'est que tu ça. as fait et c'est ce qui a un petit peu déclenché les choses par la suite. Avec le recul, donc aussi, on va continuer quand même sur la com pure. Qu'est-ce que tu as mis d'autre en place à part ton site internet, ton D'accord. compte Instagram qui Mm, pue, mm. et C'est ça. ta page Je Facebook. vais répondre à ça. Juste une précision par rapport au projet gratuit. Attention. Attention. Ouais, Je suis OK avec cette technique, parce que moi-même je l'ai utilisée et que ça a fonctionné. Mais attention, il faut le faire de manière réfléchie. À ce moment-là, je savais pourquoi je le faisais et je le faisais pas juste parce que je me sentais mal de faire payer les gens. Non, c'était non, pas non, ça. c'est pour Voilà. Non, parce qu'attention, qu'il y en a aussi, ils le font, mais ils en font 10 des projets gratuits, hein. non, Et le problème, c'est que quand après switcher en mode conseil payant, il y a un problème au niveau de la posture, en ouais, fait, et on a du mal à passer du gratuit au payant. Donc, OK pour le gratuit, mais t'en fais juste deux, trois max, et ouais, après, et t'expliques pourquoi c'est gratuit à la personne, ouais. d'accord? Mhm. Il faut vraiment avoir une posture, je suis professionnelle et c'est une vraie prestation, quoi. C'est pas parce que c'est gratuit que ça va être moins bien, etc. D'accord? Ouais. Il y a une question là. Quel conseil donnerais-tu concernant les partenariats? Quels éléments sont à prendre en compte? Par rapport au partenariat, Ouais, ça sert à rien d'aller chercher des gros influenceurs, tout ça là, ça sert à rien. Visez des micro-influenceurs, des personnes qui vous voyez partagent les mêmes valeurs que vous, répondent à leur communauté sous les comptes Instagram. Si on parle d'influenceurs sur Instagram, saisissez les opportunités. Par exemple, moi je sais qu'il y a une youtubeuse elle avait une petite communauté de 50 000, un truc comme ça. Et dans une vidéo YouTube, elle parlait qu'elle allait bientôt déménager. Bah, je l'ai contactée, je lui ai dit, bah, j'ai vu que tu viens bientôt déménager. Est-ce que ça te dit, voilà. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est aussi simple mais que ça. Mais, je pense qu'en fait c'est Florence, c'est une de mes mhm, coachées qui te pose cette question. mhm. En fait, je pense qu'elle voulait plutôt parler des partenariats avec des entreprises ou des grosses enseignes. Tu vois, ce Ah, style de ah, partenariat, ça, je pense. ça, La connaissance, moi, je pense que c'était ça. ouais, ça, moi, j'en ai pas. Alors, je sais que à un moment donné, je suis allée au culot. Il y a Leroy Merlin qui, de temps en temps, fait des ateliers le soir. C'était pour les femmes, pour le bricolage. La Ouais, thématique m'intéressait, j'y suis allée. Et à la fin de la thématique, je suis allée voir les animateurs, là, qui sont aussi vendeurs chez Leroy Merlin. Je ouais. leur ai dit, bah, écoutez, je suis décoratrice. Est-ce que ça vous dit que, de temps en temps, je vienne au magasin pour donner des conseils, bah, à vos clients? Ils m'ont dit, OK. Donc c'était gratuit, il y avait rien de formel, il y avait pas de contrat ou quoi aux caisses. Et l'idée c'était que voilà, bah certains samedis, bah j'allais dans les rayons en fait de peinture, papier peint, tout ça, tous les rayons, que je conseille leurs clients et que en même temps je puisse bah, présenter mon activité et laisser ma carte. Donc c'est aussi simple que ça en fait. Souvent on se prend la tête pour rien en fait. Ouais, ouais, ouais. Juste, allez-y en fait. Après, il y a d'autres partenariats que vous pouvez mettre en place avec des enseignes type La Redoute, Maison du Monde, tout ça. Il y a une rubrique en fait sur leur site qui permet en fait de se faire rémunérer quand les clients achètent chez eux. Donc ça Mhm. à mettre en place aussi. Donc chaque magasin a ses propres règles. Donc je vous laisserai aller bah, sur chaque site. Mais Ouais. ça c'est aussi très simple. Ça je le fais pas encore, je le ferai. C'est pas prioritaire en fait j'ai Oui, là, trop de c'est choses une à faire, histoire c'est pas d'envie. prioritaire. C'est une histoire d'envie, Ouais, avant tout. voilà, c'est plus pour avoir là des revenus complémentaires, on va dire. Et ça Ouais, c'est pas ouais, dans mes priorités. ouais. Donc Et, voilà. et donc, là, et sinon, si on devait, parce que tu as dû quand même avoir des difficultés, parlons des difficultés et de ce que tu as mis en place pour les contrer. Quelles sont les principales difficultés qu'on peut rencontrer comme ça quand on se lance
en tant que Alors, décorateur ou d'abord, décoratrice? il y avait la com. D'abord, il y avait la com. J'avais pas Ouais. fini là-dessus. Ouais. Ah bonjour, oui, c'est vrai, je t'ai coupé. Écoute, tu dis tellement de trucs, moi je Non, continue, parce hein. qu'il y a, on a parlé des partenariats et j'allais parler de la Ah oui, com. Donc, pardon, j'ai pris vas-y. page Facebook, compte Instagram. Donc, Instagram, au début, j'étais très réticente parce que j'aimais pas le concept. Je sais pas, au début, c'était juste partager ses vacances, partager moi au resto, moi avec mon chat. Et franchement, c'est pas mon délire, donc je voulais pas y aller. Mais je me suis forcée à y aller. J'ai bien fait parce qu'après, l'algorithme de Facebook a chuté et qui fait qu'aujourd'hui, quand je poste sur Facebook, genre, il y a 5 personnes qui voient mon post. Donc j'ai bien fait d'aller sur Instagram. Et sur Instagram, au début, je faisais pas du tout attention à tout ce qui est identité visuelle. Voilà, je montrais des avant-après. Bon, toutes les conneries qu'on peut faire au début. Ouais. Mais très vite, voilà, je me suis intéressée à tout ce qui était communication sur Instagram. Et je me suis pas forcément formée dessus. J'ai pris une formation sur les réels, mais finalement, je l'ai pas vraiment suivie et j'ai fait à ma sauce. Ouais. Et l'idée, c'était que voilà, que j'ai une identité visuelle forte et que je communique différemment sur Instagram par rapport à d'autres décorateurs. C'est vrai que le type de post que je fais, il y a un peu de tout. Il y a des projets, il y a des conseils, il y a des trucs un peu marrants, il y a des moments où je danse aussi. Mais ça, parce que ça fait partie de ma personnalité. Et Exactement. moi, je voulais vraiment mettre en avant ma personnalité parce que souvent, il y a des décorateurs justement qui veulent pas parler d'eux, enfin pas parler d'eux, qui se montrent pas trop. Et même si on a le droit de le faire et que ça peut marcher, je trouve que ça nous dessert parce que faire appel à une décoratrice ou un décorateur, c'est pas anodin quand même. On va faire entrer chez soi quelqu'un qu'on connaît pas et de savoir un peu sa personnalité et tout ça. Ça permet de prendre sa décision. Moi, j'ai des personnes qui ont fait appel à moi. Et quand je leur ai dit mes tarifs ou quand je disais que j'étais pas dispo avant telle date, enfin, c'est pas grave, de toute façon je veux travailler avec toi et pas avec quelqu'un d'autre. Mm. Parce que en fait j'avais connecté. Ouais, c'est primordial les connexions, hein. Ah, Je me bats pour c'est ça, ça, pour que les gens, parce qu'on va faire, oui, vous êtes tellement, c'est vrai, nombreux sur le marché qu'effectivement on va faire appel à telle ou telle personne plutôt ouais, pour sa personnalité que à travail égal pour la personnalité de la c'est ça, personne. c'est Ok. exactement ça. Mm. Je vais répondre après à les intérieurs là, Ouais. je réponds après. Et après je suis allée sur YouTube Mm. parce que j'ai pris conscience que j'étais pas mal à l'aise en fait face à la caméra et que j'aimais bien. C'est pas que j'aime bien parler, mais il y a des fois où il y a des thématiques qu'il faut un peu plus creuser et un carrousel sur Instagram, on peut aller au fond du Ouais. sujet. Et aussi, en fait, le fait d'être en vidéo, on voit un peu plus ma manière d'être, ma personnalité que via un carrousel, quoi. Donc, je me Ouais. suis allée sur YouTube. Euh, c'est un peu plus calme l'année dernière puisque j'étais en train de créer mon autre activité dont on va Mm. parler tout à l'heure. Ouais. Mais YouTube, franchement, ça a bien marché. J'ai quelques clients qui viennent par ce canal-là. Donc, voilà, mes canaux principaux. Facebook, je le compte, même si voilà, je calcule plus trop. Mais mes canaux principaux sont YouTube et Instagram. Et par rapport à Pinterest, donc quel est ton regard par rapport à Pinterest? Apparemment, cela peut aider. Oui, c'est une autre plateforme que vous pouvez utiliser. Moi, j'utilise pas parce que faut choisir ses combats. Bon, moi, je peux pas être partout. Je peux pas être au four au T'es moulin. déjà sur beaucoup Euh, de. voilà. Ouais. Ouais. YouTube, c'est déjà quelque chose. Entre le préparer la vidéo, la monter, refaire les reprises et tout, ça prend déjà du temps. Ouais. Pinterest, j'ai décidé de pas y aller. Ouais. Donc moi je Et dirais mon regard sur Pinterest, c'est vraiment comme Instagram, c'est vraiment ça peut être un super outil d'acquisition client. La seule chose sur Pinterest, c'est qu'il faut absolument avoir un blog à côté. Si vous n'avez pas ouais, de c'est ça. Et un j'avais site pas envie. internet, ça sert strictement à rien d'être sur Pinterest. Voilà. Après, je suis pas Ouais. spécialiste, mais dans tout ce que j'ai lu et bon les gens que je suis Mhm. spécialistes, c'est ce qu'ils disent. Il faut absolument avoir un blog pour avoir des résultats via Pinterest. Si vous avez un blog, par contre, et que vous avez la bonne stratégie sur Pinterest, qu'il y a une stratégie de communiquer sur Ouais, Pinterest comme elle existe sur Instagram et les autres réseaux sociaux, ça fonctionne, ça c'est clair. Donc c'est ça. voilà. Mais en fait, chaque plateforme a ses codes, en fait. Mhm. Chaque plateforme a ses Ouais. codes et plus vous avez de plateformes et plus vous avez de contraintes en fait à gérer toute cette plateforme. Chaque plateforme faut publier régulièrement, etc., etc. Donc c'est se rajouter du boulot aussi. C'est pour ça que moi je conseille vraiment de se focaliser sur maximum 2 plateformes. Donc déjà une au début Ouais, et c'est ce que après j'allais quand vous la demander. Ouais, maîtrisez, c'est ce que moi je et déjà préconise une aussi. au début, quand vous la maîtrisez, vous passez à une deuxième et stop quoi. Et si vous passez une troisième
je pense qu'il va falloir déléguer ou automatiser pas mal de choses parce que vous n'êtes pas créateur de contenu de base, vous êtes décorateur d'intérieur. C'est un taf en plus en fait. Hein, ouais, puis moi je voudrais préciser, Priscilla, que toi tu as un cas quand même un peu exceptionnel de réussir à mettre tout ça en place. Enfin, tu as plein de casquettes différentes et que tout le monde n'est pas comme toi et que effectivement vaut mieux non mais franchement, parce que même moi j'arriverais pas à faire comme toi. Donc voilà, vraiment je me suis concentrée sur Instagram et que Instagram. Donc voilà, vaut mieux en faire un à fond que plusieurs un petit peu sans trop savoir tatillonner quoi. Donc c'est vrai que ça peut être assez chronophage. Donc et puis c'est pas effectivement votre boulot premier, hein, mais bon, c'est voilà. Ok, donc alors avec tout ça, donc les difficultés, tu me disais. Hein? Tes difficultés. Est-ce que tu en as eu d'ailleurs? Est-ce qu'elle est valable cette question? Quelles sont tes vitamines? Ouais, voilà, c'est ça. Quelle est ta drogue, je dirais même. C'est pas possible. Je sais pas. Je te jure que mon bras, il a rien du tout sur mon bras. Je te jure, je ne pique pas. Non, en fait, mes vitamines, en tout cas mon moteur, parce que ça, je le dis, si vous me suivez sur mon compte Instagram, notamment sur Pauvre Madeco Academy, vous croyez pas que je suis tout le temps comme ça. Je suis pas tout le temps pompélope. Hein. Il y a des jours où vous me voyez pas, je suis en mode remise en question. Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi j'ai quitté mon statut de cadre et tout? Donc, croyez pas, hein, d'accord? Mais mon énergie, c'est juste que je me dis, je sais pourquoi je me suis lancée. Et ça, c'est important, je pense, avant de se lancer, trouver votre pourquoi. Le vrai pourquoi en lettres capitales, grades, ce que vous voulez là. Il faut vraiment que vous sachiez pourquoi vous le faites. Donc, à chaque fois que j'ai un coup de mou, j'ai une remise en question, je me raccroche à ce pourquoi-là. Et mon pourquoi fort, c'était que la vie est courte et que dès mes 26-27 ans, donc mes toutes premières années dans le salariat, j'ai vu que ça allait pas. Et on le voit, hein, réforme des retraites jusqu'à je sais pas combien d'années là, autant kiffer ce qu'on fait, hein, d'accord. Déjà qu'on passe pas mal de temps au taf. Et je me suis dit c'est hors de question que je me lève le matin, la boule au ventre, à prendre le RER A, tout ça, aller à la Défense. Pour ceux qui connaissent l'Île-de-France, vous voyez ce que c'est. Et faire un truc qui me plaît pas, même si je gagne bien ma vie. D'accord, parce que pour ceux qui me suivent, vous savez que voilà, je gagnais très bien ma vie, mais ça me suffisait pas en termes de. Pour me nourrir, ça me suffisait pas. Pour me nourrir, oui, on va dire payer mon loyer, voilà, c'était bien, mais pour me nourrir intérieurement, ça me suffisait pas. Donc j'ai fait ce choix-là et je l'assume complètement, même si c'était normal. Parfois, j'en ai ras-le-bol. Parfois, j'ai des remises en question. Parfois, j'ai envie de tout arrêter. Parfois, mais ça dure pas longtemps. C'est ça le truc, c'est que ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps. Le vrai pourquoi est important à trouver avant de se lancer. Parfaitement. Oui. Je vous invite d'ailleurs à regarder, à taper, à chercher sur YouTube le cercle d'or le Golden Circle en anglais, en anglais approximatif, de Simon Sinek. Je crois que c'est l'appellation exacte. Vous tapez ça, vous allez tout de suite comprendre. Ça va vous aider à trouver votre pourquoi. D'accord. Donc on n'est toujours pas arrivé à ces difficultés, mais on va dire que tu n'en as pas eu. On y va. C'est pas que je voulais que tu parles de tes difficultés, c'est je voulais que tu nous donnes après les solutions que tu as trouvées pour parer à tes difficultés. En fait, c'était ça l'objectif. Donc déjà tout à l'heure on a dit les tarifs. Donc comme je vous l'ai dit, essayez de faire une étude de marché express. Et vraiment, si vous y arrivez pas, c'est pas grave. Regardez à peu près ce qui se fait autour de vous, mettez-vous dans la moyenne et tous les 3-6 mois, posez-vous et faites le point sur comment vous vous sentez avec vos offres, est-ce que vous êtes aligné par rapport à ces tarifs, comment les personnes réagissent à ces tarifs-là et réajustez. Mais généralement, ne réajustez pas à la baisse. Hein. Donc, c'est très mal vu de baisser ces tarifs, c'est un peu bizarre. Mais réajuster au fur et à mesure à la hausse parce que, voilà, prenez bien en compte que vous avez, entre le chiffre d'affaires et ce que vous allez vraiment mettre dans votre poche, il y a un gap. Hein. Il y a vraiment un gap. Et encore plus après, quand vous allez dépasser le seuil de chiffre d'affaires de 36 000 des brouettes, là, que j'ai dépassé l'année dernière, maintenant, je vais devoir facturer la TVA. Donc, il y a 20% que je me suis pris dans les dents, là. Et donc, j'ai eu à faire un choix difficile. C'était soit garder mes tarifs identiques, comprenant la TVA. Donc, ça veut dire que je perdais 20% de chiffre d'affaires que j'allais donner du coup à l'État, ou augmenter mes tarifs de 20%. Ce qui est juste énorme.
Donc, après réflexions, j'ai décidé de faire un entre-deux. Donc, j'ai pas augmenté de 20%, mais j'ai quand même augmenté. D'accord? Et voilà, c'est tout. Mais faut prendre vraiment, prenez le temps. Moi, en tout cas, je le fais 1 à 2 fois par an. Au-delà des tarifs, je regarde aussi mes offres. Comme je vous l'ai dit, il y a des offres que je supprime, que je revois, que je invente. Voilà. Tester des choses, vraiment tester des choses. Ouais, faut tester. Non, mais c'est clair, hein, C'est quand on se ça. lance, il faut tester, quoi. Effectivement. Ouais, ouais. C'est ça. Est-ce que moi j'ai d'autres difficultés? En fait, moi non, parce qu'en fait, je prends ça comme un jeu. En fait, je me prends pas la tête. Je ne Ouais. mets pas de. Et c'est ça qui est compliqué parce que après, quand j'ai des personnes en DM ou au téléphone, quand j'entends leurs difficultés, je comprends leurs difficultés, mais comme moi j'ai pas la même vision du truc et je prends le truc en moi je m'en fous, on verra bien. Et, euh, et quand je leur explique tout ça, elles se disent mais c'est bizarre, ça a l'air si facile pour elles, mais c'est parce que je me prends pas la tête. Je me prends pas la tête. Je fais mon truc, je teste et j'analyse. Si j'aime pas, j'arrête. Et si ça a pas marché, j'arrête. Justement, en plus, je crois que je devais en faire une vidéo YouTube. J'avais testé une prestation. C'était un flop total. Personne n'a acheté le truc. J'étais dégoûtée. Voilà, les 2 premières heures. Bah, après, j'ai lâché l'affaire. Je suis passée à autre chose. Maintenant, j'en rigole. Je Ouais. sais, c'est des choses comme ça. Donc, faut tester, il faut oser. Mm. C'est tout. Ouais, puis ce qui fonctionne pour toi ne va pas fonctionner par C'est quelqu'un ça, d'autre et se dire ça. Enfin, c'est ça, c'est quoi. ça, La seule façon de voir si ça va marcher, c'est de tester. c'est Mais ça. si tu avais quand même 3 conseils à donner à un décorateur ou Mm, une décoratrice qui se lance, ce serait quels pour toi les 3 principaux conseils? Enfin, ou 3 conseils qui te Attends. semblent importants. Alors, je bois un petit peu d'eau. Ouais. Alors, ça serait déjà de se concentrer sur ce qu'on veut nous, déjà, en termes d'horaire, de conditions de travail. Il y en a pas qui se forcent, par exemple, à faire des rendez-vous à domicile. Je veux dire, même pas le devis, hein, je veux dire le rendez-vous conseil. Si vous voulez pas vous voulez faire que du à distance, faites que du à distance. Hein. Mm. Depuis le télétravail, maintenant, depuis le Covid, tout ça, il y a plein de clients qui sont parfois à même pas 20 minutes de chez moi et ils sont OK pour faire du à distance. Mm. Mm. Voilà. Ouais, ça, c'est Donc vrai. déjà, de pas se forcer, vraiment créer une... Là, vous avez l'opportunité, vous êtes plus salarié. Donc, vous ne devez pas respecter certains horaires, certaines façons de travailler. Donc, là, c'est à vous, vous avez les cartes en main. Donc, définissez une, euh, un environnement de travail qui correspond à votre emploi du temps. Voilà. Si par exemple, le mercredi après-midi, il y a la petite qui va à la danse, et ben vous travaillez pas le mercredi après-midi. Puis c'est tout. Mm. Voilà, Mm. c'est tout. Vraiment, vous concentrez sur vous. Pareil, après, se concentrer sur l'autre. Quand je dis sur l'autre, c'est votre client cible, votre client idéal. Donc, avec qui vous avez vraiment envie de travailler. D'accord? Concentrez-vous sur ses besoins. Comment ça se passe, comment ça se déroule pour lui une prestation. Est-ce que lui, c'est plutôt une prestation package premium où jusqu'à on va placer avec lui le petit vase qui va bien, ou lui, il a juste besoin du 3D de la liste de coupe. Voilà. Ça, c'est possible de savoir bien cadrer ces offres-là parce que vous allez lui parler. Si vous n'allez pas lui parler, vous allez taper à côté. Voilà. Ouais. Ensuite, ça va être de parler de ses offres. Parler de ses offres. Parce Régulièrement. que régulièrement, Moi, je lis parce toutes que les là, semaines aux personnes coaching. j'en vois trop. Hein. J'en vois trop. On va sur leur compte Instagram, que des inspirations, euh, aller des fois des projets, mais à aucun moment on sait quel type de prestation elle propose. Il y a même pas, à part les DM, il n'y a pas de mail ou il n'y a pas de site internet. Il y a rien pour contacter en fait. Il y a rien pour contacter. Il n'y a pas d'appel à l'action à la fin. Donc Ouais. voilà. Faut parler régulièrement de vos offres. Moi, je dis toujours, il faut parler 1 fois par semaine de ses offres. On n'est pas sur notamment les réseaux sociaux pour son ego, avoir plein d'abonnés. Si les pleins d'abonnés nous amènent pas de clients, en fait, ça n'a pas trop de, enfin, on n'a pas trop, C'est ça. on n'a pas trop que ça à faire. Donc il faut, mais effectivement, les gens, bizarrement, peuvent te demander. Moi, j'ai régulièrement des gens qui me demandent ce que je fais. Alors que bon, ça me paraît assez clair. Donc c'est pour ça
qu'il faut toutes les semaines parler de ses offres. Alors, pas toujours de la même manière, de manière différente, les amener différemment. Il faut le faire. Faut pas avoir peur de saouler vos abonnés, loin de là. Au contraire, il y a des gens qui vont tilter à ce moment-là, puis les gens sont pas tout le temps connectés non plus. Nous, c'est vrai qu'on est tout le temps connectés, et quand même, c'est pas la majorité des gens. C'est ça, hein. La seule personne qui voit tout notre contenu, c'est nous, hein. Exactement. C'est ce qu'il faut se dire. Et ceux qui sont pas contents, à ce moment-là, ils quittent votre compte Instagram. Ce sera pas un client, ce sera des gens qui seront pas connectés à vous, et puis voilà. Donc les 3 conseils, ok, t'as dit les 3 là, du coup je sais plus avec juste, j'aimerais revenir par rapport au fait de parler de ses offres. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que parler de ses offres, c'est dire oh, super promo, aujourd'hui la prestation 1 elle a moins 20%. Moi je fais une prestation, c'est pas comme ça, hein. Et comme le disait tout à l'heure Flore, en fait, il y a plusieurs manières plus ou moins frontales de parler de ses offres. D'accord. Donc, par exemple, ça va être les personnes qui mettent un avant-après. Au lieu de juste mettre les photos avant-après, c'est d'expliquer c'était quoi le projet, c'était quoi la problématique de départ dans un carrousel, mettre les photos avant-après et dire à la fin, si vous voulez, vous aussi, si vous avez cette problématique, vous pouvez me contacter, machin. Voilà. Ah, c'est parler de cette offre, exactement. Voilà, c'est ça. Ça peut être aussi faire un focus sur une prestation et dire en quoi les bénéfices. C'est quoi les bénéfices? Ça peut être aussi juste faire une story quand vous allez chez un client et dire voilà, là aujourd'hui je suis chez tel client, pas forcément le montrer, hein, mais montrer l'intérieur s'il est ok. Il a telle problématique, on va faire ci, ça. Bah, c'est plus ou moins. Moi des fois je vais plus au front. Ça fait partie de ma personnalité, c'est-à-dire que dernièrement j'avais fait une story qui disait écoutez, j'entends beaucoup de personnes qui me disent une décoratrice c'est cher, mais est-ce que tu as déjà demandé un devis? Non, viens de demander un devis. C'est plus frontal. Tout le monde n'est pas à l'aise avec ça, mais voilà. Non, mais après c'est chacun qui a mais enfin je pense qu'il faut être un petit peu frontal, sans on n'oblige personne à répondre à prendre nos offres, hein. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Moi, je pense que le meilleur moyen comme d'introduire les offres, c'est après une preuve sociale. Donc après un témoignage client. Donc un témoignage client, c'est pas spécialement quelqu'un qui, une fois qu'il a fini, que vous avez fini son chantier, vous envoie son avis tout bien propre. Ça peut être aussi un message qu'on vous envoie en privé. Bon, à ce moment-là, vous demandez l'autorisation de la personne, vous faites une capture d'écran, vous le mettez en story, et derrière vous parlez du offre ou de ce que vous pouvez proposer de général. Donc effectivement, il y a plein de manières différentes et c'est hyper important. Ok. J'oublie un. S'il vous plaît, allez sur le terrain, allez vite faire des projets. Parce que c'est là la meilleure manière, d'apprendre et de progresser rapidement. C'est pas en restant dans vos bouquins, dans vos fiches de cours, tout ça que vous allez apprendre. Parce que justement dans les cours, ils peuvent pas répertorier toutes les situations que vous allez rencontrer, un client difficile, un type de logement qui est un peu bizarre et tout ça, ils peuvent pas tout répertorier. C'est sur le terrain que vous allez apprendre. Combien de fois je suis tombée dans des pièces bizarres, des pièces triangulaires. Dites-vous que voilà, déjà j'ai pas de formation en décoration d'intérieur, et j'ai dû faire avec. Donc j'ai dû réfléchir, me casser la tête, me péter les dents. Et finalement, je sais pas où t'as été pour avoir des pièces triangulaires, mais bon, ok. Dans le neuf, tu vas dans le neuf, il y en a plein. T'es servi. Ok. Et ok. Et toi, les erreurs justement les plus fréquentes, parce qu'on va parler, parce que bon, effectivement, t'accompagnes les décoratrices en devenir ou celles qui le sont déjà dans un premier pas. On parlera de tes formations après, mais pour toi, quelles sont justement les erreurs les plus fréquentes que font les personnes qui démarrent dans cette activité? Alors déjà, je dirais, c'est-à-dire avoir une attitude assez passive et attendre que les clients viennent. C'est-à-dire que ce que j'ai remarqué, c'est que il y a beaucoup de personnes qui reçoivent leur sirette, et créent leur compte Instagram, sont tout contents, ok, c'est cool, hein. Mais c'est tout. Ils attendent. Et puis, je comprends pas, mon nombre d'abonnés n'augmente pas. Et puis, je comprends pas, j'ai pas de clients. Mais qu'est-ce que tu as fait déjà pour que tu aies des clients? Déjà, il y a une chose que beaucoup font,
c'est bien, mais ça explique pourquoi ils en sont là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui, au démarrage de leur formation en décoration d'intérieur, créent un compte Instagram pour parler de leur projet de reconversion. Donc, les posts vont être tournés, regardez, je suis en train de me former à tel module, regardez mon exercice et tout. Ok, c'est cool. Mais quand vous faites ça, sachez que vous allez attirer des personnes qui sont soit comme vous en train de suivre une formation, soit qui envisagent de faire comme vous une reconversion. Pas un client. Pourquoi quelqu'un s'abonnerait à vous s'il veut faire sa déco chez lui? Non, vous délivrez du contenu qui parle à quelqu'un qui a envie de se reconvertir. Donc c'est normal que au moment où vous finissez votre formation et que vous switchez un peu vous commencez à montrer des avant-après, des machins sur votre compte Instagram, c'est normal que les 200 abonnés ou les 100 abonnés que vous avez sont pas des clients en fait. Pendant des mois, vous avez alimenté un compte comme si c'était un blog perso de reconversion. Donc, c'est normal que les personnes abonnées soient pas des clients, en fait. Donc, il y a un temps quand même entre le moment où vous switchiez pour qu'il y ait d'autres abonnés qui viennent. Donc, soit, dès le départ, vous faites en sorte OK, vous partagez un peu votre reconversion, mais vous y incluez déjà des posts en tant que pro. En valeur ajoutée, ouais, exactement. Voilà. Soit vous faites, OK, il y a un moment où c'est mon blog perso, et à un moment je switch, mais ça va prendre du temps. Donc ça, c'est quand même, ça à prendre en compte. Et aussi, il y a des personnes qui confondent être influenceur et être décorateur. On s'en fout que vous ayez 15 000 abonnés. Hein. Franchement, on s'en fout. Non, parce qu'il y en avait une qui m'avait dit, elle avait posté quelque chose et elle était pas contente parce qu'elle avait pas eu suffisamment de likes. Mais dans le même temps, elle avait eu au moins 4 messages en DM de personnes potentiellement intéressées. Mais elle était focus sur son nombre de likes. Je comprends pas ton problème là. Je comprends pas ton problème. En fait, tu restes focus sur les vanity metrics, donc c'est-à-dire les chiffres voilà qui alimentent ta vanité et ton ego, c'est-à-dire ce qui est visible, les j'aime, et tu occultes totalement les DM qui sont certes cachés, mais qui sont plus valorisants que des j'aime. D'accord? Et rappelons-nous que c'est pas les j'aime qui nous payent à la fin. D'accord? C'est des gens avec qui on a réussi à convertir en message privé. Non, je suis d'accord. Par contre, effectivement, je trouve que tu vois, tu parlais des gens en formation qui ouvrent leur compte Instagram. C'est vrai, comme on m'a posé la question plusieurs fois, pour moi, c'est primordial de pas attendre la formation avant de se mettre sur les réseaux sociaux. Faut le faire en cours de route. Parce effectivement, créer une communauté, adopter la bonne stratégie, mettre tout en place pour que ça fonctionne, pour que le compte vous ramène des prospects, ça prend du temps. Faut se former ou se débrouiller tout seul. Bon, ça c'est à chacun choisi, mais faut le faire pendant qu'on est en formation. C'est pas une fois qu'on a fini notre formation de décorateur qu'il faut s'y mettre, parce qu'après il y aura encore un temps de latence qui est inévitable. Hein. Donc ça dépend, je dirais. Ça a nuancé, Flore, parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire deux choses en même temps. Ils ont déjà leur boulot peut-être à côté, plus la formation à gérer, plus peut-être les enfants, tout ça. Moi, je peux comprendre. Je peux comprendre. Il ne s'agit pas de culpabiliser les gens. Hein. Oui, non, c'est ça. Voilà, c'est pas du tout ça. Mais en tout cas, s'il y a un choix à faire, s'il y a une possibilité d'eux, c'est bien de le faire. Quoi. Plus tôt c'est fait, plus vite c'est lancé. Et moi, je suis occupée toujours, même les gens qui sont lancés depuis un moment sur Instagram, si pendant un mois vous postez rien, je parle sans arrêt de régularité, d'amener de la valeur, tout ça, c'est important. Mais après, vous arrêtez pendant un mois. Il n'y a pas mort d'homme, quoi. Je veux dire, après effectivement, le taux d'engagement, effectivement, va s'effondrer. Ça met quelques jours à se remettre en place, mais ça se remet en place. Moi-même, je le fais. Il y a des moments, j'ai pas le temps de poster, machin, etc., de m'occuper de mon propre compte. C'est OK. Ça redémarre. Une fois que vous vous y remettez, ça redémarre. Donc, il faut complètement se déculpabiliser avec ça. Donc, après, tu parlais. Pardon. Après, c'était juste, si je reviens par rapport à ce que tu dis, le message, plutôt, c'était juste que OK, vous avez créé un compte Instagram, mais soyez conscient que ça demande du temps, ça demande du travail, et ne vous focussez pas sur des choses comme le nombre d'abonnés, le nombre de j'aime, tout ça.
on s'en fout. Moi, j'ai un taux d'engagement qui est pas très bon sur mon compte Pop My Déco, et pourtant, ça m'a pas empêché les 2 semaines dernières d'avoir au moins 10 ou 12 appels découvertes de personnes. Voilà, c'était plus ça le message, vous dire de concentrez-vous sur in fine combien de personnes vous contactent plutôt que sur le nombre de GM, tout ça. C'est cool, hein, mais c'est pas ça qui est important. Bien sûr, tout à fait d'accord avec toi. Donc pour revenir sur le fait qu'il faut pas que les gens soient trop passifs et qu'ils attendent le moment. Donc qu'est-ce qu'il y aurait à mettre en place un petit peu qui est... Déjà, il y a le fait qu'il n'y a pas qu'Instagram qui existe, les gars, hein, d'accord? Il y a la vraie vie, vous savez, les vrais gens autour de vous. Donc déjà, ça peut être, tout simplement, il y a des personnes qui, par exemple, j'ai n'importe quoi, elles sont à une soirée entre amis, et il y a peut-être d'autres personnes qui ne connaissent pas, et à un moment donné, dans la conversation, il y a une personne qui va dire, je viens d'acheter un appartement, mais purée, je vois pas trop comment l'aménager, etc. Et ça va pas faire tilt, elles vont pas se dire, tiens, et si je lui parlais de mes prestations, ça veut pas dire lui vendre le truc, mais lui dire juste, tiens, si ça te dit, on peut s'en parler dans la semaine, voilà, un truc comme ça. Ça peut être aussi aller, les trucs d'avant, quoi. C'est-à-dire aller dans, je sais pas, une boulangerie du coin, coiffeur du coin, et demander de laisser sa carte, voilà. Ou mettre en place un vrai partenariat, peut-être avec une animation pendant que les gens, j'ai n'importe quoi, là, je suis en train de divaguer. Ça y est, t'es en train de faire un plan com, là, en direct. Non, mais tout le monde va tester ça ce week-end. Vous allez chez le coiffeur du coin et vous lui proposez une animation conseil déco flash pendant que les gens elles attendent avant de passer leur tour, et vous faites un conseil déco. Ça peut être des trucs comme ça. Hein. Ça peut être vraiment des trucs comme ça. Ou pas? Non, j'ai pas expérimenté parce que j'ai pas eu le temps. Parce que déjà Instagram, YouTube, machin, ça me rapporte déjà des personnes. Mais si ça marchait pas, je serais allée vers ça. Il y en a plein des façons de faire. Et ça peut être aussi votre entourage. Est-ce que vous avez bien exploité votre entourage, c'est-à-dire votre entourage proche et le cercle un peu plus éloigné. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Et voilà, c'est être au fond. Là, vous avez décidé d'être entrepreneur. L'entrepreneur, je suis désolée, il va chercher ses clients. Vous pouvez pas attendre. Je suis désolée. C'est pas comme quand vous étiez salarié où le manager a déjà prévu toutes les missions sur l'année et il vous attribue la mission. Là, c'est pas comme ça que ça se passe. Désolée. Et justement, là, donc, on va en parler aussi un petit peu de tes accompagnements. Donc, tu accompagnes là, notamment, tu viens de faire une session et tu en lancer une. Des personnes qui sont déjà en activité, mais qui ont besoin d'un peu affiner leur début un peu chaotique. Donc, par exemple, sur sa première session d'accompagnement, qu'est-ce que tu as pu relever, en fait, à part la passivité, j'allais dire, entre guillemets. Est-ce qu'il y a d'autres points, en fait, où tu t'es rendu compte que voilà, il y a un problème de positionnement ou d'attitude ou de... D'accord. Alors, juste pour préciser, moi, j'ai 2 niveaux d'accompagnement. Le premier, c'est pour les gens en reconversion. Donc, c'est une méthode alternative pour se reconvertir et se former à la décoration d'intérieur. Donc, ça mélange formation, coaching et mentorat. Donc, voilà. Et le deuxième accompagnement, c'est pour effectivement les décorateurs qui sont déjà en place, minimum 3 mois. Et l'idée, en fait, c'est sur un délai de à peu près 2 mois, intense, où chaque semaine, on aura une formation sur une thématique et après des séances de coaching en individuel et il y aura aussi des simulations d'appels découvertes, etc. Donc vraiment, c'est vraiment intense et on revoit tout ce qui permet en fait de vivre de son activité parce qu'aujourd'hui, les formations théoriques en décoration d'intérieur, elles vous apprennent à associer les couleurs, à maîtriser plus ou moins les logiciels 3D, etc. Mais ça ne vous apprend pas l'entrepreneuriat, ça ne vous apprend pas à fixer vos tarifs, à parler à un client justement. Ça, vous le découvrez par vous-même que vous devez le mettre en place. Et c'est justement ça qui pêche parce que beaucoup de personnes, en tout cas, se lancent dans ces formations sans avoir à l'esprit que elles vont juste apprendre la théorie. Mais le reste, le plus gros, ça elles de le découvrir par ailleurs, en fait. Donc, c'est ça que je viens combler aujourd'hui. Et effectivement, le constat, c'est-à-dire que j'ai fait une première session test qui s'est très bien passée et la deuxième va avoir lieu bientôt, là, en février. C'est qu'en fait, déjà, les personnes ont énormément peur de se vendre. Ça, c'est... Au-delà de la peur, en fait, elles voient la vente comme quelque chose de négatif, en fait. Et ça pêche. Si tu es entrepreneur et que tu as peur de te vendre, il y a un problème.
C'est comme si, je sais pas moi. Je vais C'est sortir comme. un truc. Ah, non, non, T'as des choses, t'as pas de shampoing, non, c'est ça, mais ouais. Non, mais bon, non, mais la je sais pas, référence. c'est comme si t'étais dentiste, mais t'as peur des dents, tu vois, Ouais. Non, tu vois, mais c'est pas logique en fait. Tu peux pas, il y a un truc il y a un truc qui passe pas. Tant que on va pas au-delà de ça, c'est pas bon en fait. Donc l'objet aussi de cet accompagnement, c'est de voir la vente autrement, minimum comme un jeu en fait finalement, la vente, parce qu'aujourd'hui, rendez-vous compte, on vous vend des trucs tout le temps, plus ou moins bien. Mais on ouais. vous vend des trucs Et ceux qui tout vont le faire la temps. différence, c'est ceux qui savent bien se vendre, quoi. C'est Effectivement. ça, c'est ça. Et plutôt voir la vente comme t'es pas en train de vendre un truc, t'es en train d'apporter une solution à quelqu'un qui a un problème. C'est tout. De voir la vente de manière plus positive, ça c'est bien. Il y a une question, je vais y répondre. Et aussi, il y a le fait que, comme j'ai dit tout à l'heure, ces personnes-là ont créé des offres et des tarifs par rapport à ce qu'elles avaient vu ici et là. Mais elles n'ont jamais eu une vraie réflexion. Ok, qu'est-ce que moi je veux apporter? Comment je veux accompagner les gens? Et par rapport aux gens que je veux accompagner, qu'est-ce qu'ils veulent? Ouais. Tu vois, c'était un peu au petit bonheur la chance. Ah, j'ai vu ça ici, là-bas. Bon, il y a ça. Bon, je vais faire ci. Il n'y a pas eu de réelle réflexion, en fait. Ouais, mais du coup, il n'y a pas une réponse là, effectivement, pour répondre à la question de Florence. Est-ce qu'il y a un Je vais répondre, je vais répondre. Y a-t-il un minima et un maximum dans la création de nos offres? Tu veux dire en termes de nombre d'offres? de nombre d'offres, ouais, je pense que c'est ça qu'elle veut dire. Il n'y a pas de minimum ou maximum. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On n'est pas. Il n'y a pas de règle. La seule règle à se souvenir, c'est qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Il faut juste être cohérent. Tu peux partir sur une seule et unique offre, d'accord? Mais après, ça va te limiter dans le nombre de personnes que tu vas cibler. Ça ne veut pas dire que tu vas moins vendre. C'est juste que tu vas être, on va dire, ce qu'on appelle niché si tu prends une seule offre comme ça. D'accord? Après, moi, ce que je conseille, c'est d'en avoir maximum 3-4. Parce que si vous commencez à être McDo, à vendre le Mac Premium, le Big Mac avec le Mac Bacon, et en fait, vous noyez votre message. Et en fait, les personnes que vous allez avoir en contact, ils vont pas savoir quoi choisir. Ils vont vouloir aller vers quelqu'un où c'est plus clair pour eux. Si vous avez tout et n'importe quoi mélangé, pour moi, ça fait pas sens. Ça fait pas sens. Je me souviens qu'il y avait une décoratrice qui était aussi web designer, je crois. Elle avait tout regroupé sous la même entité. Ouais. J'ai pas compris. J'ai pas compris en fait. Quand tu veux faire un site internet, en fait, c'est sur son site internet en fait. Même si c'était 2 pages différentes, ben rien que le fait que ça soit sur 2 sites internet, que ça soit son mail, ça me perturbait en fait. Même après sur Instagram, comment tu veux parler de site internet, après parler de déco, après c'est pas possible. Ah oui, non, mais ça c'est encore un problème différent. Moi, je pense qu'au niveau des offres, je pense que même on peut aller un petit peu au-delà et aller jusqu'à 5-6 offres maximum. Je sais pas si. Je vois pas l'intérêt. Je sais qu'il y a. Pour moi, il faut qu'il y ait. Mais en ayant une offre, c'est-à-dire que dans ces 5-6 offres, en ayant un truc vraiment particulier, quoi. C'est-à-dire que si vous êtes spécialisé dans les chambres d'enfants, la mettre en avant. Si vous êtes spécialisé pour les. Tu vois. Bon, c'est un avis extérieur, mais pas de spécialiste. Après, pour moi, c'est 3-4. Et après, effectivement, ça ne veut pas dire que si quelqu'un a un besoin particulier, vous n'allez pas lui faire un truc personnalisé. Mais 3-4 que vous maîtrisez bien, pour moi, c'est ça qu'il faut, quitte à avoir des options. C'est-à-dire que si par exemple votre première offre, il y a juste une planche d'inspiration et un compte rendu, il n'y a pas de 3D, tout ça, vous avez en option le 3D, comme ça, si la personne a besoin de rajouter, vous l'incorporez. Ouais, d'accord. Les 3-4 offres package principaux, pour moi, c'est largement suffisant. Parce que vous allez perdre les personnes, même vous, dans votre discours, quand vous allez présenter vos offres. Alors, dans la une, vous avez dans la deux, 3, 4, la personne va dire, ah, il y avait quoi déjà dans la deux? Vous allez perdre les gens. Faites au plus simple. Simplifiez au maximum. Prenez l'exemple des opérateurs mobiles, là. Quand vous allez sur leur site, souvenez-vous, il y a 3, c'est vrai? il y a 3 forfaits et vous voyez ce qui est rajouté à chaque fois.
Oui, d'accord. Bah, moi, je trouve que c'est déjà compliqué. Faut qu'ils en aient Oui, moins. Mais, oui, parce qu'ils rajoutent des trucs. Là, t'as 100 gigas, mais en plus, t'as le truc ouais, TV. Simplifier, simplifier, simplifier. simplifié. Ok. Et donc là, tu as effectivement ton prochain accompagnement qui commence c'est le moment de te faire un petit peu de pub, même si je sais que tu n'en as pas besoin. Tu as une longue liste d'attente de gens qui Non, ont candidaté. non, Mais non, on a toujours besoin de pub, pas forcément pour moi, parce qu'il y a plein de décorateurs justement qui se rendent pas compte justement de l'importance d'investir sur soi, et ouais, notamment sur la partie entrepreneuriale, parce que c'est une chose de dépenser 2, 3, 4, 5 000 euros sur une formation théorique, c'est cool. Mais si vous n'avez que ce bagage théorique et que vous vous intéressez pas à la partie entrepreneuriale, ça va être compliqué pour vous. S'intéresser à la partie entrepreneuriale, ça veut pas forcément dire investir dans une formation, ça veut dire peut-être commencer à vous abonner à des comptes Instagram qui parlent d'entrepreneuriat, des chaînes YouTube aussi, peut-être des livres, etc. Mais le mieux, je dirais, c'est de se faire accompagner pour gagner du temps et savoir quoi faire. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai dépensé énormément, enfin j'ai investi, pardon, énormément dans des formations, coaching en business, mais c'était multi-business. L'intérêt en fait de mon accompagnement, c'est centré par rapport à l'activité de décoration ouais, d'intérieur ouais. qui a ses propres contraintes, qui a ses propres situations, ses propres complexités. Donc c'est le résultat en fait, mais tous mes accompagnements sont le résultat déjà de mon parcours, de mes propres erreurs que je vous empêche de faire pour gagner du temps. Parce que en même temps, c'est bien de faire des erreurs, mais si on peut s'en éviter pas mal, c'est cool aussi. Ouais. Et au regard de mon expérience. Donc, tout ce que je partage dans ce programme-là, vous n'allez pas le trouver ailleurs, en fait. Ça n'existe pas. Ça Mhm. n'existe pas. Vous allez voir une formation fixe ses tarifs. Ok, fixe ses tarifs de manière générale, mais pas Mhm. par rapport aux Ouais. décorateurs, Non, mais par rapport à cette réflexion-là. ouais, par contre, c'est important ce que tu dis. Je pense que dans n'importe quelle activité, quand on est entrepreneur, enfin, il faut absolument se former sur la partie business, la partie réseaux Mm, sociaux. Enfin, peu importe, c'est vous qui choisissez vers quoi vous voulez, c'est ça. sur quoi vous voulez vous former. Mais moi, je sais Mm, mm. qu'aussi chaque année, j'investis dans des formations pour C'est ça, c'est important. augmenter ce que je vais pouvoir en transmettre moi-même, etc. Mm, Mieux savoir gérer mon entreprise, mieux savoir communiquer, mieux, enfin, plein de mm, choses. Et c'est vraiment important, c'est vraiment un gain de temps. Bon, il y a plein de mm, choses, on peut se débrouiller par nous-mêmes, effectivement, en consommant du contenu gratuit. Mais mm, c'est vraiment important d'avoir cette part d'investissement dans les domaines qui vous intéressent aussi, parce que ça sert à rien que vous vous formiez sur un mm, truc mm, où c'est trop pointu, où vous irez pas. Enfin, surtout les formations en c'est ligne. ça. Ça, bon là, l'avantage c'est que c'est avec toi, c'est du Mm, coaching aussi, donc ça c'est un petit peu différent que de la formation en ligne classique. Donc mm, voilà, mm, mm. investissez en vous. Et quel est alors bon là ça fait une heure qu'on est ensemble, Priscilla. Et toi, quel est le truc que tu aurais aimé savoir avant de démarrer pleinement ton activité en tant que décoratrice? Il faut avoir beaucoup de son ego, tout ça, faut le mettre à la poubelle. franchement, franchement, ça, faut le mettre à la poubelle parce que vraiment, faut accepter. Si vous voulez là, vous vous lancez là-dedans, là, vous êtes lancé là-dedans, il faut accepter les erreurs, il faut accepter les échecs, il faut accepter les personnes qui refusent vos devis, etc. Il faut accepter. Si vous voulez pas faire ce travail sur vous-même et d'accepter ça, je suis pas sûre que ça soit le bon chemin pour vous. Parce que être entrepreneur, c'est ça. C'est exactement ça. C'est être évoluer avec son environnement, puisque même là, aujourd'hui, mes prestations sont comme ça. Ça se trouve, l'État va sortir une loi où je pourrai plus faire comme ça. Donc, faudra me réadapter, d'accord. Donc, il faut vraiment prendre conscience que c'est un autre niveau de challenge personnel que d'être à son compte. Et faut vraiment être préparé à ça. Vraiment la partie psychologique, la partie mindset, la partie état d'esprit, elle est primordiale. Elle est primordiale si on veut réussir. Et ça, peu importe l'activité, elle est primordiale. C'est normal et c'est humain d'avoir des coups de mou, des remises en question. Mais si on reste trop focus dessus pendant des jours et des jours, c'est pas bon. C'est pas Ouais, bon, d'accord? ouais. Donc,
Je pense que quand Voilà. tu as un coaching, Alors, ouais, alors Loulou, c'est ma fille, je précise. Bonjour Louise. ouais. Alors Louise, ouais, alors je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Louise, sur Ah, le ah, non, personnalité, non, le coaching. non, non. Je vais t'expliquer comment ça se passe. Je vais t'expliquer comment ça se passe. Donc, mon accompagnement niveau 2, déjà, il se fait pas à 20, on n'est que 8 maximum, Ouais. déjà. Bon, je pense qu'elle Et, parlait pas de toi en particulier, hein, mais parle-toi, en mais général. je vais rebondir quand même, je vais rebondir quand même. Et en fait, les deux ont leurs avantages et inconvénients, en fait. Le coaching de groupe, c'est pas pour appuyer sur ton problème à toi. C'est pour parler d'un problème de manière générale. Et en fait, les interventions de chaque personne va alimenter en fait le coaching et tu vas apprendre. C'est une autre manière d'apprendre en fait. Par exemple, vous allez aborder un sujet. Par exemple, c'est n'importe quoi. On va dire un coaching sur comment bien se faire payer par ses clients et on parle des impayés, tu vois. Et toi, t'as jamais eu d'impayé. Donc, tu sais pas ce que c'est. Pour toi, c'est obscur. Limite, un peu, tu t'en fous, alors que tu devrais pas t'en foutre Ouais, parce que ouais, ça peut t'arriver. arrivé. Et imaginons, dans le groupe, il y a quelqu'un qui a déjà vécu ça et qui a déjà mis des choses en place par rapport à ça. Et ben, quand on va aborder ce sujet-là, elle va en parler. Du coup, inconsciemment, tu vas apprendre de cette personne, d'accord? Et après, le coaching personnalisé va permettre de voir toi tes problématiques plus spécifiques. Les deux, en fait, se complètent. C'est pour ça que moi, dans mon accompagnement, il y a à la fois du groupe et après un temps personnalisé parce que évidemment, on est bien gentil, mais les décoratrices qui sont dans mon groupe, même si qu'on dit oui, on est des collaboratrices, des je sais pas quoi, des pairs, je sais pas quoi, on reste quand même des concurrents, d'accord? Ouais, ouais, ouais. Donc, il y a des points stratégiques que je vais pas aborder devant tout le monde. Donc ça, on va les aborder en individuel sur la stratégie de tarifs, la stratégie de ciblage de clients. Donc ça, oui, on va le voir en individuel. Mais il y a des choses qui peuvent nourrir le groupe, en fait. Et Ouais, ça, ouais, c'est tout à important. fait. Voilà, c'est plus la différence entre le coaching et les formations en ligne. Moi, je suis pas contre non plus des formations en ligne pures où là, par contre, on a personne en face, on achète et puis on consomme les vidéos quand on veut pour des petits points bien précis, quoi. Sur Ça dépend. une grosse problématique, c'est compliqué. Je trouve, par exemple, une formation en ligne, Instagram, il n'est pas dit que j'en ferai pas une à un moment donné, mais Ouais. ça sera un truc ponctuel et qui, voilà, général pour donner un avant-goût Ouais, ça quelque part. dépend du sujet. Ça Voilà. dépend du sujet. Ça dépend du sujet. Mais Et puis, ça dépend comment c'est packagé, parce que tu as des formations en ligne toute seule, il n'y a rien. Et par exemple, moi, mon niveau 1, tu as de la formation en ligne, mais quand tu as fini de suivre ces formations en ligne, tu as un coaching avec moi en individuel, et après, tu as du mentorat. Donc, c'est pas ouais, tout seul dans son ouais, coin. Ça dépend du sujet, et ça dépend aussi comment la personne a conçu son programme. Si elle est très plate dans la façon de parler devant sa caméra dans ses vidéos de formation et qu'il n'y a pas d'exercice et tout. Il y a tout ça, il y a tout cet environnement-là. Donc, je trouve, voilà, ça dépend de comment c'est un environnement. Sur une dernière petite question quand même que j'ai envie de te poser, parce que je retrouve, enfin, on me l'indique, je trouve que du moins, il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu angoissées, qui démarrent dans l'activité, qui sont un petit peu angoissées, effectivement, parce qu'ils ont peur de ne pas trouver de clients, etc., qui est une peur légitime. Et ces personnes constatent effectivement que la concurrence est rude, hein. Il y a beaucoup de décorateurs aujourd'hui sur le marché. Et qu'effectivement, ceux qui réussissent, c'est ceux qui s'accrochent quelque part, hein, parce que comme dans tout métier, en freelance, c'est ceux qui restent et ceux qui s'accrochent. Moi, je voulais savoir ton regard là-dessus, justement, pour les personnes qui peuvent avoir cette anxiété. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de décorateurs sur le marché, on va pas se cacher, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui fait le petit mot pour les booster ou les encourager ou voilà quoi. Alors, la concurrence, elle est là. Vous y ferez rien, en fait. C'est comme ça, c'est les règles du jeu. Et limite, c'est que s'il y a beaucoup de concurrence, c'est qu'il y a un besoin derrière. D'accord? Donc, c'est-à-dire que il y a des opportunités de se développer. D'accord? Et pour moi, au-delà du fait que ceux qui vont réussir sont ceux qui vont s'accrocher, ceux qui vont réussir sont ceux qui vont passer à l'action. Si tu restes dans ton coin à dire ah j'ai peur de la concurrence, il y en a plein, que tu passes ton temps à regarder d'autres comptes de concurrents, bah c'est sûr que tu vas pas avancer. Hein. C'est aussi simple que ça. Il faut
de couper de tout ça. C'est important de regarder ce qui se passe autour en termes de concurrence, parce que des fois, il y a des nouvelles façons de faire, etc., nouvelles manières de communiquer pour t'en inspirer, pas copier, attention. Ouais. Mais ça devient malsain quand tu passes plus de temps à regarder ce que font les autres qu'à se concentrer sur ce que toi tu dois faire, en fait. Ouais. À un moment donné, faut se couper de ce On que l'a font tous les autres. eu, ça, le syndrome d'aller regarder ailleurs ce qui se passe. Il faut couper de temps en temps. Il faut couper un peu de temps en temps, parce qu'il y aura toujours quelqu'un meilleur que vous, de toute manière. Et vous aurez toujours l'impression que l'autre a eu une meilleure idée que vous. Et donc, il faut couper, effectivement, faire votre propre chemin. Et faire votre propre chemin. Ouais. C'est ça. Et faire vos objectifs et faire vos actions. Actions de prospection, actions de communication, actions de fidélisation avec les clients que vous avez déjà eu. Revoir vos process, revoir vos tarifs, vous former, vous concentrer sur vous et ça va marcher tout seul. Les gens qui ne vont pas avancer sont ceux qui vont rester prostrés dans leur coin, qui vont rien faire comme action. Et j'en avais parlé dans un live. À un moment donné, il faut se responsabiliser dans le sens où c'est bien beau de dire parce que je voyais sur Facebook là, il y a des fois il y a des publicités sur des formations, décoration d'intérieur, tout ça. Et je voyais dans les commentaires des gens qui disent « Ah, mais ça sert à rien votre truc, de toute façon, il y a trop de concurrence et puis ça paye pas. Ok, mais qu'est-ce que tu as fait pour te démarquer de la concurrence? Moi, j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour vous démarquer de la concurrence? Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour vous développer et générer des revenus? C'est ça le problème. On peut pas mettre la faute sur quelqu'un de fictif, alors qu'en fait le fictif c'est nous. Je me mets dedans, je me mets aussi dedans. C'est nous qui sommes en commande, c'est à nous de faire les choses. Oui, on a des contraintes, on a l'URSSAF, on a je sais pas quoi, machin, il y a de la concurrence, machin. Mais je suis désolée, aujourd'hui, on est en 2023, on est à l'heure d'Internet, maintenant on peut faire des prestations à distance, vous pouvez toucher au-delà de votre ville, vous pouvez toucher au-delà de la France, donc il y a plein d'opportunités, maintenant, qu'est-ce que vous en faites aussi? Donc à un moment donné, il faut se responsabiliser. En tant qu'entrepreneur, vous devez vous responsabiliser. Les personnes qui réussiront sont ceux qui se responsabiliseront. C'est juste ça. Juste ça. Écoute, c'est formidable. Écoute, c'est un petit bottage de fesses en fin de live. Moi, je trouve que c'est. Ah, moi, je suis comme ça. Hein. Je rigole, mais parfois, je me répète. Moi, je veux pas devenir décoratrice, mais peut-être je vais me former par toi. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup. Il y aura les numéros de compte, enfin les noms de compte et tout de Priscilla dans le replay, je mettrai en commentaire. Et bah écoute, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci. Je pense qu'on peut en faire 15 minutes des lives sur des thématiques bien particulières et merci beaucoup.